Il existe une idée rassurante à laquelle beaucoup de personnes aiment croire, celle que les relations humaines se construisent simplement sur l'intention et la bonne volonté. Si quelqu'un semble aimable, s'il parle avec assurance ou s'il se montre chaleureux, nous supposons naturellement que sa présence est saine pour notre vie. Mais la psychologie profonde révèle une réalité beaucoup plus complexe. Chaque relation humaine est traversée par des forces invisibles. Derrière les gestes ordinaires, les conversations quotidiennes et les interactions apparemment banales, l'inconscient agit en silence. Il influence nos attitudes, nos réactions et même la manière dont nous nous attachons aux autres. Carl Gustav Jung expliquait que l'être humain ne se présente jamais entièrement tel qu'il est. Une partie de lui demeure dans l'ombre. Des peurs, des désirs de pouvoir, des blessures anciennes ou des mécanismes de protection que la conscience préfère ignorer. Lorsque ces dimensions inconscientes ne sont pas reconnues, elles cherchent d'autres chemins pour s'exprimer. Très souvent, elles apparaissent dans nos relations. Certaines personnalités deviennent alors les porteurs de ces dynamiques invisibles. Elles incarnent des comportements qui, au fil du temps, peuvent perturber l'équilibre d'une relation, semer la confusion ou épuiser silencieusement notre énergie intérieure. Apprendre à reconnaître ces figures psychologiques n'est pas un exercice de jugement. C'est avant tout un acte de lucidité. Car plus un individu comprend les dynamiques inconscientes qui se jouent dans ses relations, plus il devient capable de préserver quelque chose de précieux, sa clarté intérieure. Et parfois, derrière certains comportements humains, se cachent des archétypes très anciens, des figures de l'ombre que l'on rencontre depuis toujours dans l'histoire de l'âme humaine. Partie 1. L'ego inflationné. Il arrive parfois de rencontrer une personne dont la présence semble absorber tout l'espace invisible d'une relation. Au début, cela peut passer presque inaperçu. La conversation paraît normale, les échanges semblent naturels, mais progressivement, un détail devient évident. Tout finit toujours par revenir à elle. Ces histoires prennent toute la place. Ces difficultés deviennent le centre de gravité de chaque discussion. Même lorsqu'un autre parle, le récit finit par être réorienté vers son propre vécu. Ce phénomène peut sembler simplement lié à une forte personnalité. Pourtant, la psychologie profonde propose une lecture plus subtile. Carl Jung évoquait une situation particulière où l'ego cesse d'être un simple centre de conscience et commence à se dilater au-delà de ses limites naturelles. On parle alors d'inflation de l'ego. Dans cet état, l'individu ne perçoit plus vraiment les autres comme des consciences autonomes. Leur rôle devient plus discret, presque fonctionnel. Ils servent à confirmer une image intérieure que la personne tente de préserver. Ce besoin constant de validation ne naît pas forcément d'un excès de confiance. Paradoxalement, il peut être le signe d'une fragilité plus profonde. Lorsqu'une identité intérieure est instable, l'esprit cherche des preuves à l'extérieur. Chaque regard admiratif devient une confirmation. Chaque désaccord devient une menace. Peu à peu, la relation perd son équilibre invisible. Les émotions des autres deviennent secondaires. Les silences des autres passent inaperçus. Les besoins des autres disparaissent en derrière la nécessité permanente de maintenir cette image grandiose. Et dans cette dynamique, quelque chose de subtil se produit. L'autre cesse d'être rencontré pour ce qu'il est réellement. Il devient un miroir chargé de refléter admiration, approbation, reconnaissance. Car sans ce reflet, l'image intérieure risque de se fissurer. Partie 2. Le messager des ombres. Il existe un type de présence que l'on reconnaît rarement immédiatement, mais que l'on finit presque toujours par remarquer avec le temps. Ce sont ces personnes qui semblent toujours arriver accompagnées d'histoires, mais jamais des leurs.
Elle parle des tensions entre collègues, des disputes dans une famille, des erreurs d'un ami, des faiblesses d'un voisin. Les conversations deviennent alors une sorte de théâtre invisible où défilent les absents. À première vue, cela peut ressembler à une simple habitude sociale. Après tout, les êtres humains ont toujours échangé des récits sur les autres. Mais lorsque ce phénomène devient constant, presque compulsif, il révèle souvent quelque chose de plus profond. Dans la psychologie jungienne, l'inconscient possède une tendance particulière, celle de projeter ce que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. L'ombre, cet espace intérieur où sont enfouies nos contradictions, nos jalousies et nos impulsions moins flatteuses, cherche toujours un moyen d'être exprimée. Et l'une des stratégies les plus discrètes consiste à la voir partout, sauf en soi. Ainsi, le messager des ombres devient une sorte de miroir inversé. Il observe attentivement les défauts des autres, les analyse, les raconte avec précision. Chaque histoire semble confirmer que les failles appartiennent toujours aux autres. Mais ce qui rend cette dynamique si particulière, c'est la fascination qui accompagne souvent ces récits. Les erreurs d'autrui deviennent captivantes, presque hypnotiques, comme si, à travers ces histoires, une tension intérieure trouvait momentanément une sortie. Pendant quelques instants, l'attention se détourne de l'espace intérieur. Et l'ombre peut rester là où elle se sent le plus en sécurité, dans l'obscurité de l'inconscient, pendant que la lumière se dirige vers les imperfections des autres. Partie 3. Le manipulateur subtil. Toutes les formes de pouvoir ne s'exercent pas avec éclat. Certaines avancent presque en silence, dissimulées derrière des gestes ordinaires, des phrases à peine perceptibles, des regards qui semblent anodins. Le manipulateur subtil appartient à cette catégorie de présence difficile à saisir. Avec lui, il n'y a pas de confrontation directe, pas de conflit ouvert. Les mots ne frappent jamais frontalement. Ils arrivent plutôt comme des fragments ambigus, des remarques qui semblent légères, mais qui laissent derrière elles une sensation étrange, difficile à nommer. Une phrase prononcée sur un ton presque innocent. « Je pensais que tu aurais fait autrement. Mais bon. » Ou encore un commentaire qui paraît anodin, mais qui glisse doucement dans l'esprit et commence à y travailler comme une graine invisible. Ce qui rend ces interactions troublantes, c'est qu'elles laissent rarement une preuve claire. Rien de suffisamment évident pour être contesté. Rien de suffisamment brutal pour déclencher une réaction immédiate. Pourtant, quelque chose s'installe. Une légère confusion, un doute discret, parfois même l'impression d'avoir mal interprété la situation. La psychologie profonde observe souvent ce type de dynamique comme l'expression d'un besoin de contrôle qui ne peut pas se montrer ouvertement. Dans certains inconscients, l'idée de pouvoir direct est perçue comme dangereuse ou inacceptable. Alors elle emprunte un chemin plus discret. L'influence devient alors indirecte. Au lieu de diriger les événements de manière visible, le manipulateur subtil agit sur l'espace intérieur des autres. Il modifie les perceptions, crée des tensions invisibles, installe des incertitudes. Et dans cet environnement psychologique légèrement instable, il devient plus facile d'orienter les réactions des autres sans jamais apparaître comme l'origine de ce mouvement. Partie 4. L'âme perdue dans l'indécision. Il existe des personnes dont la vie semble suspendue dans un espace étrange, entre plusieurs chemins qui ne sont jamais vraiment empruntés. Elles réfléchissent longuement, pèsent les possibilités, imaginent les conséquences, mais au moment où la décision devrait prendre forme, quelque chose se retire. Le mouvement s'arrête. Choisir devient alors une expérience presque inconfortable. Chaque option semble porter une promesse, mais aussi une menace invisible. Avancer dans une direction signifie renoncer aux autres, et cette idée peut provoquer une tension intérieure difficile à supporter. Ainsi,
Les jours passent dans un état d'hésitation permanente. Un projet est envisagé, puis abandonné. Une décision semble prise, puis remise en question. Une direction apparaît, mais elle se dissout presque aussitôt. De l'extérieur, ce comportement peut donner l'impression d'une simple indécision. Pourtant, lorsque l'on observe ce phénomène avec le regard de la psychologie profonde, il révèle souvent un conflit plus silencieux. L'ego, lorsqu'il se sent fragile ou incertain de sa propre valeur, peut développer une stratégie particulière: éviter les choix définitifs. Car chaque décision expose l'individu à une possibilité redoutée, celle de se tromper. Et se tromper, pour un ego fragile, n'est pas simplement une erreur. C'est parfois ressenti comme une menace pour l'identité elle-même. Dans cet état intérieur, la personne tente inconsciemment de préserver toutes les possibilités ouvertes. Ne pas choisir permet de maintenir l'illusion que tout reste encore possible. Mais cette suspension permanente crée un paradoxe étrange. Car plus le temps passe, plus l'individu reste immobile au centre d'un carrefour invisible, observant les chemins qui s'étendent devant lui, sans jamais vraiment s'engager sur l'un d'eux. Partie 5. Le masque social dans les interactions humaines. Il existe parfois une sensation difficile à expliquer. Tout semble normal à première vue. La personne est aimable, attentive, peut-être même chaleureuse. Elle sait dire les mots qu'il faut, adopter l'attitude attendue, offrir cette impression d'harmonie qui rend la relation agréable. Et pourtant, avec le temps, une impression plus subtile peut apparaître, comme si quelque chose changeait selon les circonstances. Comme si la personne que l'on rencontre aujourd'hui n'était pas exactement la même que celle que l'on retrouve ailleurs. Devant certaines personnes, elle se montre loyale et enthousiaste. Dans un autre contexte, son discours se transforme légèrement. Les opinions se déplacent, les attitudes se modifient, les alliances semblent s'adapter au paysage social du moment. Ce phénomène n'est pas nécessairement malveillant. En réalité, il touche à un mécanisme profondément humain que Carl Jung appelait la persona. La persona est le visage social que chacun développe pour naviguer dans le monde. Elle agit comme une interface entre l'individu et la société. Grâce à elle, nous apprenons à être acceptés, à nous adapter aux attentes des groupes, à éviter les conflits inutiles. Mais chez certaines personnes, ce masque devient si perfectionné qu'il finit par prendre une place dominante. La persona ne sert plus seulement à faciliter les relations. Elle devient l'identité principale visible. Dans ces cas-là, l'environnement détermine la forme du visage présenté. La présence de certains individus appelle une version particulière du comportement. Une autre situation appelle une autre version. Peu à peu, la frontière entre authenticité et adaptation devient floue. Car lorsque le masque est porté trop longtemps, une question silencieuse commence à émerger dans l'espace des relations. Derrière ces différents visages, lequel représente réellement la personne? Partie 6. Le chercheur de secrets. Dans toute conversation humaine, la curiosité joue un rôle naturel. Elle permet de découvrir l'autre, de comprendre son histoire, d'ouvrir progressivement les portes de son univers intérieur. Poser des questions est souvent le signe d'un intérêt sincère. Mais il existe une forme de curiosité qui suit une trajectoire différente. Au début, rien ne paraît inhabituel. La personne pose quelques questions sur ton travail, tes projets, tes expériences. Puis, presque imperceptiblement, les questions deviennent plus précises, plus personnelles. Comme si chaque réponse ouvrait immédiatement la porte à une autre interrogation, un peu plus intime que la précédente. Et combien gagnes-tu exactement? Et dans ta famille, qui prend vraiment les décisions? Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette relation? La conversation cesse alors d'être un simple échange.
Elle devient une exploration presque méthodique. Ce qui rend cette dynamique étrange, c'est que la personne partage rarement la même profondeur d'information sur elle-même. Elle écoute, elle observe, elle accumule des détails. Mais ses propres frontières restent soigneusement protégées. Dans la psychologie profonde, ce comportement peut parfois révéler un mouvement intérieur discret, un besoin de comprendre pour maîtriser. L'information devient une forme de pouvoir silencieux. Plus on connaît les failles, les désirs ou les fragilités de quelqu'un, plus il devient facile d'anticiper ses réactions, d'influencer ses décisions ou de comparer sa propre position à la sienne. Parfois, ce mécanisme naît d'une simple insécurité. L'individu cherche des repères pour se situer dans le monde social. Mais dans d'autres cas, la curiosité prend une dimension presque stratégique. Chaque détail recueilli devient une pièce supplémentaire dans une carte mentale de l'autre. Et pendant que la conversation semble suivre le cours normal d'un échange amical, une chose se construit silencieusement. Une accumulation d'informations dont l'usage réel reste encore invisible. Partie 7. L'amoureux de la popularité. Dans certains environnements sociaux, il existe des personnes qui semblent posséder une capacité presque naturelle à attirer la sympathie. Elles entrent dans une pièce et, très rapidement, les conversations s'illuminent autour d'elles. Les sourires apparaissent facilement, les compliments circulent, et l'atmosphère devient légère. Elles savent dire les mots qui plaisent, elles savent encourager, valoriser, flatter même, avec une aisance qui semble spontanée. Avec elles, chacun a l'impression d'être apprécié. Au début, cette énergie peut paraître chaleureuse, presque magnétique. L'individu semble capable de créer des liens partout où il passe. Les relations se multiplient, les promesses d'amitié s'étendent, les alliances se construisent dans toutes les directions. Mais lorsque l'on observe ce phénomène avec un peu plus de distance, un détail commence parfois à apparaître. La même attention est offerte à tout le monde. Les mêmes compliments circulent d'une personne à l'autre. Les mêmes promesses d'intérêt, les mêmes gestes d'enthousiasme, les mêmes mots rassurants. Comme si chaque interaction suivait une sorte de modèle invisible. Dans la psychologie profonde, ce comportement peut révéler un désir intense d'approbation. L'individu cherche à maintenir une image positive dans tous les regards qu'il croise. Être apprécié devient alors plus qu'un simple plaisir social. Cela devient une nécessité intérieure. Car derrière ce besoin d'adhésion universelle se cache parfois une peur silencieuse, celle d'être rejeté, critiqué ou exclu. Pour éviter cette possibilité, la personne multiplie les signaux de sympathie. Elle s'adapte aux attentes, épouse les opinions dominantes, ajuste son discours selon les interlocuteurs. Peu à peu, la relation cesse d'être un espace d'authenticité. Elle devient un réseau d'approbation réciproque où chaque sourire entretient l'équilibre fragile d'une popularité qui doit constamment être confirmée. Partie 8. Le juge permanent. Il existe des regards qui semblent toujours chercher quelque chose, mais rarement pour admirer. Avec certaines personnes, l'attention se porte presque immédiatement sur ce qui ne va pas. Une remarque sur l'attitude de quelqu'un, une critique sur la manière dont une autre personne s'exprime, un jugement discret sur les choix de vie d'un ami, d'un collègue, parfois même d'un inconnu. Rien ne semble totalement satisfaisant. Le comportement des autres est analysé, comparé, disséqué. Chaque détail devient une occasion d'évaluer, de corriger ou de souligner une imperfection. La conversation se transforme alors en une série d'observations où les défauts humains occupent la première place. Ce qui rend cette posture particulière, c'est sa constance. Peu importe l'environnement, peu importe les personnes présentes, la dynamique reste la même. Il y a toujours quelque chose à reprocher, quelque chose à corriger, quelque chose à dénoncer.
comme si le regard intérieur était réglé pour détecter en priorité les failles. Dans la psychologie jungienne, ce phénomène est souvent lié à un mécanisme profondément inconscient, la projection de l'ombre. L'ombre représente toutes les dimensions de nous-mêmes que nous avons appris à refuser ou à cacher. Les impulsions, les défauts, les fragilités que l'ego préfère ne pas reconnaître comme faisant partie de sa propre nature. Mais ce qui est rejeté intérieurement ne disparaît jamais complètement. Au lieu de rester silencieuse, l'ombre cherche souvent une sortie dans le monde extérieur. Elle apparaît alors dans le regard que nous portons sur les autres. Les imperfections deviennent plus visibles, plus irritantes, presque impossibles à ignorer. Ainsi, le juge permanent ne fait pas qu'observer le monde. Il dialogue inconsciemment avec des parties de lui-même qu'il ne parvient pas encore à reconnaître comme les siennes. Partie 9. La victime éternelle. Certaines personnes semblent traverser la vie comme si chaque étape était marquée par une nouvelle épreuve. À les écouter, les difficultés apparaissent partout, dans le travail, dans les relations, dans les circonstances les plus ordinaires. Chaque situation semble porter une forme d'injustice qui les touche personnellement. Le récit revient souvent au même point. Quelque chose leur est arrivé. Quelqu'un a agi injustement. Les événements ont pris une tournure défavorable. Au fil du temps, ces histoires finissent par dessiner une vision particulière du monde. Un monde où les obstacles surgissent constamment, où les autres semblent parfois hostiles, et où la vie elle-même paraît fonctionner selon une logique défavorable. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la présence des problèmes, car personne n'échappe aux difficultés, mais leur répétition presque systématique dans le récit. Chaque nouvelle situation vient confirmer une impression déjà installée, celle d'être la cible d'un destin compliqué. Dans la psychologie profonde, ce phénomène peut être observé à travers ce que certains analystes décrivent comme l'archétype de la victime. Il ne s'agit pas simplement d'une personne qui souffre ou qui rencontre des obstacles. Il s'agit d'une position intérieure plus subtile, où l'identité commence à s'organiser autour de l'idée d'être lésée. Ce rôle inconscient possède une fonction particulière. En occupant cette position, l'individu n'a plus besoin d'examiner certaines décisions, certains comportements ou certaines dynamiques personnelles. Les événements semblent venir uniquement de l'extérieur. Le monde devient responsable. Les autres deviennent responsables. Les circonstances deviennent responsables. Et pendant que l'attention se tourne vers ces forces extérieures, une zone plus délicate reste dans l'ombre, celle où se trouvent les choix, les habitudes et les mécanismes invisibles qui participent parfois à la répétition de ces mêmes scénarios. Partie 10. L'esprit absent. Il existe une expérience particulière que beaucoup de personnes ont déjà vécue sans toujours savoir comment la nommer. Une conversation commence. Les mots circulent, les phrases s'enchaînent, et pourtant, quelque chose dans l'atmosphère semble manquer. La personne en face de toi hoche la tête. Elle prononce parfois quelques réponses brèves. Oui, je vois. Bien sûr. Exactement. Mais derrière ces signes apparents d'écoute, une sensation étrange apparaît peu à peu, celle de parler dans un espace qui ne résonne pas vraiment. Le regard semble présent, mais l'attention semble ailleurs. Il arrive même que quelques instants plus tard, la personne pose une question dont tu viens justement de donner la réponse. Comme si les mots avaient traversé la conversation sans jamais vraiment être reçus. Dans certains cas, ce phénomène devient encore plus visible lorsque le sujet change de direction, tant que l'échange concerne ses propres expériences, son énergie revient immédiatement. Le ton devient plus vivant, les détails se multiplient, les récits deviennent plus longs. Mais lorsque l'attention devrait se tourner vers l'autre, l'intérêt semble s'éteindre progressivement. La conversation se transforme alors en une sorte de monologue alterné,
où l'écoute véritable reste rare. Dans la psychologie des relations humaines, cette dynamique révèle souvent une difficulté plus profonde. La capacité d'être réellement présent à l'expérience de l'autre. Écouter véritablement demande un effort particulier. Cela implique de suspendre momentanément ses propres pensées, ses préoccupations, son désir de parler. Mais lorsque l'esprit reste constamment centré sur lui-même, l'échange cesse d'être une rencontre entre deux consciences. Les mots circulent encore. Les phrases continuent d'être prononcées. Et pourtant, quelque chose d'essentiel disparaît silencieusement. La présence réelle qui transforme une conversation en relation vivante. Observer ces différentes figures humaines peut provoquer une réaction particulière. Par moments, elles semblent étrangement familières. Comme si certaines scènes décrites faisaient écho à des expériences déjà vécues, à des relations passées, ou peut-être même à des situations encore présentes dans la vie de chacun. Mais la psychologie profonde nous rappelle une vérité importante. Ces archétypes ne vivent pas uniquement chez les autres. Ils appartiennent à la nature humaine elle-même. Chaque individu porte en lui une part de lumière et une part d'ombre. Des tendances conscientes, mais aussi des mécanismes plus discrets qui peuvent influencer nos comportements sans que nous en ayons toujours conscience. C'est précisément pour cette raison que Carl Jung considérait la connaissance de l'ombre comme une étape essentielle du développement intérieur. Reconnaître ces dynamiques autour de nous ne sert pas seulement à se protéger. Cela permet aussi de développer un regard plus lucide sur la complexité humaine. Un regard capable de voir les mécanismes invisibles qui façonnent les relations, les attachements et parfois les conflits. Avec cette lucidité, une transformation devient possible. Nous apprenons à choisir plus consciemment les relations que nous nourrissons. Nous apprenons à protéger notre énergie intérieure. Et surtout, nous commençons à explorer cet espace intérieur où l'inconscient cesse peu à peu d'agir dans l'ombre. Car une chose demeure certaine, plus l'être humain éclaire ce qui était autrefois caché en lui, moins ces forces invisibles dirigent silencieusement sa vie. Et c'est souvent à cet endroit précis que commence le véritable chemin vers la liberté intérieure.